Tandis que Morel me parlait, je regardais avec stupéfaction les admirables livres que lui avait donnés M. de Charlus et qui encombraient la chambre. Le violoniste ayant refusé ceux qui portaient « Je suis au baron », etc., devise qui lui semblait insultante pour lui-même, comme un signe d'appartenance. Le baron, avec l'ingéniosité sentimentale où se complaît l'amour malheureux, en avait varié d'autres, provenant d'ancêtres, mais commandés aux relieurs selon les circonstances d'une mélancolique amitié. Quelquefois, elles étaient brèves et confiantes, comme spes mea ou comme expectata non eludet. Quelquefois seulement résignées, comme j'attendrai, certaines galantes, mesmes plaisir du maître, ou conseillant la chasteté, comme celle empruntée au Simian, semée de tours d'azur et de fleurs de lys et détournée de son sens, sustentat lilia tures. D'autres, enfin, désespérés et donnant rendez-vous au ciel à celui qui n'avait pas voulu de lui sur la terre. Manette ultima caello. Et trouvant trop verte la grappe qu'il ne pouvait atteindre, feignant de n'avoir pas recherché ce qu'il n'avait pas obtenu, M. de Charlus disait dans l'une « Non mortale quod opto ». Mais je n'eus pas le temps de les voir toutes. Si M. de Charlus, en jetant sur le papier cette lettre, avait paru en proie au démon de l'inspiration qui faisait courir sa plume, dès que Morel eut ouvert le cachet, Atavis et Armis, chargés d'un léopard accompagné de 2 roses de gueule. Il se mit à lire avec une fièvre aussi grande qu'avait eu M. de Charlus en écrivant, et sur ces pages noircies à la diable, ses regards ne couraient pas moins vite que la plume du baron. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il. « Il ne manquait plus que cela. Mais où le trouver? Dieu sait où il est maintenant. » J'insinuai qu'en se pressant, on le trouverait peut-être encore à une brasserie où il avait demandé de la bière pour se remettre. « Je ne sais pas si je reviendrai, dit-il à sa femme de ménage. Et il ajouta, in petto, « Cela dépendra de la tournure que prendront les choses. » Quelques minutes après, nous arrivions au café. Je remarquai l'air de M. de Charlus au moment où il m'aperçut. En voyant que je ne revenais pas tout seul, je sentis que la respiration, que la vie lui était rendue. Étant d'humeur ce soir-là, à ne pouvoir se passer de Morel, il avait inventé qu'on lui avait rapporté que 2 officiers du régiment avaient mal parlé de lui à propos du violoniste et qu'il allait leur envoyer des témoins. Morel avait vu le scandale, sa vie au régiment impossible. Il était accouru. En quoi il n'avait pas absolument eu tort, car pour rendre son mensonge plus vraisemblable, M. de Charlus avait déjà écrit à 2 amis. L'un était Cottard, pour leur demander d'être ses témoins. Et si le violoniste n'était pas venu, il est certain que, fou comme était M. de Charlus, et pour changer sa tristesse en fureur, il les eût envoyés au hasard à un officier quelconque, avec lequel celui eût été un soulagement de se battre. Pendant ce temps, M. de Charlus, se rappelant qu'il était de race plus pure que la maison de France, se disait qu'il était bien bon de se faire tant de mauvais sang pour le fils d'un maître d'hôtel, dont il n'eût pas daigné fréquenter le maître. D'autre part, s'il ne se plaisait plus guère que dans la fréquentation de la crapule, la profonde habitude qu'a celle-ci de ne pas répondre à une lettre, de manquer à un rendez-vous sans prévenir, sans s'excuser après, lui donnait, comme il s'agissait souvent d'amour, tant d'émotions, et le reste du temps lui causait tant d'agacement, de gêne et de rage, qu'il en arrivait parfois à regretter la multiplicité de lettres pour un rien, l'exactitude scrupuleuse des ambassadeurs et des princes,
lesquels, s'il lui était malheureusement indifférent, lui donnaient malgré tout une espèce de repos. Habitué aux façons de Morel, et sachant combien il avait peu de prise sur lui, et était incapable de s'insinuer dans une vie où des camaraderies vulgaires, mais consacrées par l'habitude, prenaient trop de place et de temps pour qu'on gardât 1 heure au grand seigneur évincé, orgueilleux, événement implorant. Monsieur de Charlus était tellement persuadé que le musicien ne viendrait pas, il avait tellement peur de n'être à jamais brouillé avec lui en allant trop loin, qu'il eut peine à retenir un cri en le voyant. Mais, se sentant vainqueur, il tint à dicter les conditions de la paix et à en tirer lui-même les avantages qu'il pouvait. « Que venez-vous faire ici ?» lui dit-il. « Et vous ?» ajouta-t-il en me regardant. « Je vous avais recommandé surtout de ne pas le ramener. » Il ne voulait pas me ramener, dit Morel, en roulant vers M. de Charlus, dans la naïveté de sa coquetterie, des regards conventionnellement tristes et langoureusement démodés, avec un air, jugé sans doute irrésistible, de vouloir embrasser le baron et d'avoir envie de pleurer. C'est moi qui suis venu malgré lui. Je viens, au nom de notre amitié, pour vous supplier à 2 genoux de ne pas faire cette folie.